Bonjour et bienvenue à cette 6e édition de discussion publique Parlons Résilience. Je suis Eusebius Slavitescu et nous sommes réunis aujourd'hui au Centre Euro-Atlantique pour la résilience. Lors de cet entretien, nous allons discuter du rôle de la France dans la région de Mer Noire en termes de renforcement de la résilience euro-atlantique, avec son Excellence Madame Laurence Auer, ambassadrice de France en Roumanie. Bonjour. Madame Moana Marinescu, experte en communication stratégique. Bonjour. Et Andrei Tsernea, directeur du département de communication du ministère roumain des Affaires étrangères. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Afin d'amorcer notre discussion, je vais nous replonger quelques mois en arrière. Rappelez-vous, le 16 mars 2019, nous avons tous entendu le fameux discours d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Une guerre silencieuse, mais pas moins meurtrière. Une guerre sanitaire, un ennemi invisible, insaisissable. Une guerre contre un ennemi inédit, le Covid-19, et ses nombreuses mutations. Depuis, nos vies, peu importe notre lieu de vie, en France comme en Roumanie et partout ailleurs, ont subi un changement incroyable. Oscillant entre restrictions strictes et périodes de liberté, tant les gouvernements que les citoyens ont dû naviguer avec les circonstances les plus difficiles et ponctuées par de nouveaux variants, toujours plus imprévisibles. L'actualité ne nous a pas laissé du répit, puisqu'alors que la crise sanitaire semblait non pas terminée, mais tout au moins maîtrisée, nous avons appris le 24 février 2022 que la Russie envahissait l'Ukraine, engendrant de nouvelles menaces, de nouveaux enjeux. La guerre faisait son retour sur le continent européen 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de ces bouleversements majeurs pour nos sociétés et nos économies, certaines tendances se confirment ou s'accélèrent. Compétition entre grandes puissances, généralisation des stratégies hybrides, enhardissement des puissances régionales ou encore effet des ruptures liées aux nouvelles technologies, notamment numériques. Si l'ancien équilibre international est contesté, le nouveau n'est toujours pas atteint. Et surtout dans la région de la mer Noire. Située au cœur de l'Europe et de l'Asie, la mer Noire est un espace stratégique. Théâtre des tensions croissantes depuis quelques années, annexion de la Crimée, conflit dans le Donbass, invasion de l'Ukraine le plus récent, et de stratégies d'influence de plus en plus affirmées. L'espace pontique est devenu une zone de projection et de réaffirmation de la puissance des pays riverains, tels que la Russie et la Turquie. À la frontière de l'Union européenne, la région se trouve également au cœur des enjeux majeurs, non seulement des sécurités énergiques, 3 millions de barils de pétrole y transitent quotidiennement, mais aussi alimentaires, comme on l'a vu très récemment. Dans ce contexte, la France et ses alliés de l'OTAN s'engagent au profit de stabilité régionale et du respect de la liberté de navigation, en renforçant leur présence militaire et en développant leur coopération bilatérale avec les partenaires de l'ASE. La France contribue ainsi à la protection des espaces aériens et maritimes de la région en procédant à de nombreuses escales en mer Noire. À Tchinkou, en Roumanie, l'armée française finalise sa principale base sur le flanc est de l'Europe, où, aujourd'hui, 750 soldats sont déployés. Nous allons procéder maintenant à la première question, qui va aussi pour Madame l'ambassadrice comme pour Andrei et Wana. Dans la revue stratégique nationale, telle qu'a été lancée début novembre, présentée par Emmanuel Macron, ou Toulon, le terme résilience y est mentionné 37 fois. Que signifie la résilience pour la France? Quelle approche adopte-t-elle? Comment est compris l'effort de renforcement de la résilience nationale et en l'occurrence euro-atlantique dans le contexte actuel? Merci beaucoup de proposer faire ce débat dans le Centre Euro-Atlantique de résilience et de poser la question de la définition
Parce que, en effet, c'est une question qu'on s'est posée en France dès la revue stratégique de 2008, où on a tenté de donner une définition de la résilience. Je lis: la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression, d'une catastrophe, puis à rétablir rapidement leur capacité à fonctionner normalement en tirant les leçons de la crise. Pour répondre à votre question, oui, le président de la République, le 9 novembre, présente la revue stratégique nationale, la nouvelle revue stratégique, dans le contexte que vous indiquez, qui est un contexte post-pandémique et un contexte de guerre, une guerre que nous n'avions pas connue sur le continent européen depuis 60 ans. Il faut bien voir que lorsque Emmanuel Macron présente ce discours, il est à Toulon, il est devant la mer Méditerranée, il est devant les forces navales stratégiques. Il faut aussi se souvenir que quand il prépare ce discours, il a en tête déjà les engagements que la France a pris pour renforcer le flanc est de l'Europe, en particulier en Estonie, Lituanie, mais aussi en Roumanie. C'est le premier engagement qu'il a pris en 2022, avec les conséquences que cela a, non seulement sur le plan stratégique, mais sur le plan également budgétaire. C'est-à-dire que la revue stratégique française, qui cite autant la résilience, est un document militaire qui va permettre de présenter le nouveau le budget de programmation militaire pour les 5 prochaines années. Tout est changé. Et dans ce mot résilience, je me souviens également lorsqu'il avait présenté cette année les vœux aux armées, le 13 juillet, à l'hôtel de Brienne, il parle des forces de la nation. C'est-à-dire que on voit qu'il s'agit d'une stratégie qui est une stratégie militaire, c'est une stratégie nouvelle avec des moyens nouveaux, mais qui ne peut exister sans la mobilisation de la société et des sociétés européennes. Alors, évidemment, la pandémie n'est jamais loin. C'est-à-dire que le mot résilience a été constamment utilisé dans les documents où on a mutualisé au niveau européen l'achat des vaccins. On a mutualisé également cette idée qu'on allait faire face ensemble. Les règles, c'était des règles européennes de circulation entre les pays, les compagnies d'aviation, et on a essayé de faire face ensemble à évidemment une pandémie qui était majeure. On n'avait pas non plus connu une telle situation dans nos sociétés qui avaient pris l'habitude de voyager librement. Donc ce que je veux dire, c'est que on a passé pratiquement tous les 6 premiers mois de l'année 2022 de la présidence française avec ces 2 axes, l'axe sanitaire et la réponse sociétale pour l'ensemble de l'Europe, et l'axe militaire dans une menace telle elle nous conduisait à devoir réinventer tous nos moyens et toute notre architecture, notre arsenal intellectuel, stratégique et aussi sociétal. Parce que quand vous faites la guerre, on le voit également en Ukraine, très clairement, vous avez besoin d'un engagement humain de l'ensemble de la nation. À défaut, il n'y a pas d'acceptation. Aujourd'hui, à Tchinkou, on a en effet terminé la construction du camp, mais qu'est-ce qui est important? C'est de savoir si les Français sont d'accord, et les Français doivent, d'une certaine manière également, accepter cet effort, qui est un effort de dissuasion. Tout le monde le sait, on n'est pas venu pour faire la guerre en Roumanie. On est là, comme puissance nucléaire, pour montrer à la Russie qu'il est hors de question que le territoire de l'OTAN, d'une manière ou d'une autre, puisse être touché, et que ce soit l'espace terrestre par l'infanterie, l'espace aérien ou l'espace maritime, nous le protégerons parce que il fait partie de notre solidarité, de notre espace vital et de notre unité. Merci. Andrei, je ose te demander quelle approche pour la Roumanie vers ce concept relativement nouveau de la résilience? Je pars un peu dans une autre direction parce que Madame l'ambassadrice et vous avez déjà fait le point des principaux enjeux qui engagent la résilience individuelle, collective d'une société.
mais aussi des alliés dans le cadre d'une logique transatlantique, européenne et transatlantique. Quand on parle de résilience, on doit aussi parler des résiliences des idées. Ça veut dire la résilience des modèles des sociétés. Et ça n'a pas commencé en 2019 avec le Covid, mais bien avant, on est rentré dans après 60 années de paix universelle, de Pax Americana dans un sens, mais aussi d'un équilibre, premièrement, dans le cadre d'une guerre froide, pour les années entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le XXIe siècle, mais aussi aujourd'hui dans un modèle plus compétitif, mais aussi jusqu'à assez récemment dans une logique qui pour nous était évidente, une logique de modèle libéral. Peut-être pas démocratique, mais libéral. Mais aujourd'hui, et ça engage des modèles économiques, d'échanges, quelque chose qu'on a caricaturisé souvent en utilisant que le concept de globalisation. Les deux ne sont pas égaux, mais oui, dans une logique de modèle libéral, il y a un espace pour la globalisation des échanges économiques, des échanges des idées, des contacts politiques et culturels, sociétals. Et quand on parle de la résilience de modèles que nous, en tant qu'Européens, et dans la logique euro-atlantique, en tant que partenaires sont qu'au fin de toutes les autres questionnements ou débats qui existent et qui ont toujours existé entre les deux côtés de l'Atlantique, on reste ensemble autour d'un set des valeurs et des idées partagées qui sont la base de nos sociétés. En États-Unis, en Canada, en Australie, je peux dire même en Japon ou Corée du Sud. Il y a des sociétés qui ont choisi vers une voie démocratique, mais c'est peut-être moins importante, d'une voie sociétale, d'une volonté collective qui disent nous, on se retrouve en défendant et en vivre à la base de ces modèles des valeurs. Et c'est ça l'enjeu que je vois central à l'idée de résilience, parce que dans la crise financière 2007-2011, dans le contexte de Covid, où on a mis encore une fois des frontières qui ont empêché la liberté de circulation, où on a testé toutes les règles de jeu qu'on a bâties pour 60 ans en Europe en ce qui concerne solidarité institutionnalisée, légale, sur des bases fondées dans des traités. Ou même dans le cadre de nos sociétés, on a dû recadrer un peu la logique des modèles économiques et sociaux en ce qui concerne solidarité avec la partie des sociétés qui étaient moins préparées à résister à une crise telle que la crise de Covid-19 dans sa dimension économique, pas que médicale, parce que ça c'était aussi un test des sociétés. On se retrouve aujourd'hui plus puissante parce qu'on a testé les règles, on a testé les valeurs et on a choisi les valeurs contre les règles. Ça veut dire on a fait des nouvelles règles qui sont en train de défendre les valeurs plutôt que rester figé dans des règles qui, pour des raisons politiques ou d'une certaine façon de voir les choses au niveau européen, étaient considérées un peu comme intouchables. Et je parle ici de la dette commune européenne, de la façon en laquelle on pense la zone euro, des moyens en lesquels on finance le déficit au niveau européen et national, etc., etc. Tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans un monde où nos sociétés, la société humaine au niveau global, mais nos sociétés démocratiques et libérales sont en face d'un challenge environnemental et de climat. Un, qui est la croissance de population globale et les enjeux médicaux et même de façon de vivre qui s'imposent en tant que choix
en ce qui concerne l'énergie, consommation des produits essentiels, de l'eau, de la nourriture, la production et la circulation des nourritures. On le voit dans la vulnérabilité des chaînes des transports des graines ou d'huile qui provient de l'Ukraine vers des pays, surtout de l'Afrique subsaharienne et de le monde arabe, mais aussi de modèles politiques et de modèles, des systèmes, des idées à la base de nos sociétés, y compris la résilience démocratique et tous les enjeux en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de protester, la liberté d'avoir une vraie société civile, un dialogue entre le pouvoir et les citoyens. Tout ça, c'est des enjeux qui concernent C'est très intéressant puisque vous évoquez les valeurs à la notion de résilience. Et vous faites un lien très fort entre les deux. Madame Wana, d'une manière très pratique, quand on parle de la résilience, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Bon, il y a, pour continuer les idées que Madame l'ambassadrice et André ont formulées, en fait, je mettrai le point sur l'accent sur deux mots-clés. L'acceptation de la société, le fait que les gens doivent accepter que pendant des périodes de crise, ils doivent payer un prix. Ils doivent accepter des changements dans leur style de vie et ils doivent comprendre pourquoi. Pourquoi faire ça? Quel est le gain? Quelle est la manière dont on va réussir et on va réussir à vaincre dans cette situation-là. Et on doit aussi avoir la confiance. Avoir la confiance que ceux qui nous représentent, les institutions, les politiciens, bien sûr, ils sont là et ils font de leur mieux pour nous représenter. Et donc, moi, je pense que demander d'une société d'accepter des mesures plus dures pendant une période de crise, sans leur offrir la confiance, c'est presque impossible. Ou bien c'est quelque chose qui marche pour un certain délai et puis ça ne marche plus. On a même une réaction d'opposition. On voit comment les gens se révoltent et ils ne respectent aucune règle, et ainsi de suite. Puis, je suis d'accord avec ce que Andrea a dit, cette importance des valeurs démocratiques pour la résilience. Et pour lier ces deux mots-clés, l'acceptation et les valeurs, je pense que c'est essentiel pour la résilience de commencer avant la situation de crise, tout en éduquant la société pour comprendre ce que les valeurs démocratiques sont. Et éduquer non pas les citoyens, ou non pas seulement les citoyens, mais aussi les politiciens. Parce que parfois, les gens, mais notamment dans les démocraties qui n'ont pas une histoire comme la Roumanie, nous n'avons pas une histoire de longue durée en tant qu'État démocratique, eh bien, les politiciens doivent apprendre à respecter des règles démocratiques. Il y a aussi des politiciens dans les États démocratiques avec une longue histoire de démocratie qui doivent apprendre à respecter ces règles. Et là, les scandales de corruption qui sont même maintenant au niveau du Parlement européen le prouvent. Donc, c'est un processus permanent et c'est un processus qui doit avoir lieu en permanence dans toutes les sociétés démocratiques. Parce que si les politiciens et ceux qui ont le pouvoir ne respectent pas ces valeurs, ces règles démocratiques et ces valeurs démocratiques qui sont à la base des règles, alors les citoyens n'y croient pas. Si j'ai bien compris, plus les citoyens font confiance aux institutions publiques et à l'envers, plus une société est résiliente. Au résumé d'une manière très très rapide. Tu voulais rajouter Oui, je pense que en entendant que on a disait tout à l'heure, c'est qu'on a un exemple parfait hier. On a eu deux situations similaires. Président Poutine et président Zelensky, les deux en tant que chef d'État donnant des ordres nationaux à des représentants de leur société engagés en guerre. Dans un cadre, on a eu tout un spectacle très typique kremlinien, tout dirigé au cœur même des chambres dorées du pouvoir du Kremlin. Dans
dans la ville de Bakhmout, qui est le point focal d'un conflit inimaginable, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame l'ambassadrice, où la guerre de cette façon se retourne en Europe d'une façon impossible d'éviter. Ça veut dire nos sociétés sont déjà en train d'être tous affectées, impactées. Et là, on a deux images qui parlent du mécanisme en quel le pouvoir, la hiérarchie politique d'un système fait ses choix visibles. Dans un cadre, un vertical de pouvoir, un système autoritaire, où le pouvoir est plus important, l'autre, un système citoyen, on est presque dans la logique grecque, athénien, du chef d'État en tant que citoyen, au cœur même de ces guerriers en situation de guerre sur le front, mais les deux octroyant les signes de pouvoir, la reconnaissance du peuple. Un est crédible, l'autre c'est un exercice potemkien, si je me peux permettre, un exercice qui n'a plus de valeur. Et c'est ça le test, pas que pour les chefs d'État, mais pour tous les hommes et les femmes qui font la politique dans la société actuelle, dans ce contexte de la résilience même de nos sociétés qui est basée sur la résilience de nos modèles politiques. Madame l'ambassadrice, du point de vue du renforcement de la résilience euro-atlantique dans la région de mer Noire, et compte tenu de la volonté exprimée par la France à plusieurs reprises d'accroître sa présence sur le flanc Est, et dans le contexte de menaces dans le voisinage immédiat, que pouvons-nous attendre davantage d'elle sur ce sujet? Alors, tout d'abord, on attend l'unité sans faille, on attend la solidarité sans faille. C'est-à-dire que pour aller exactement dans le sens d'Andrei Tsernea et de Anna Marinescu, je dirais que ce qui a été déterminant, puisque nos sociétés ont dû mettre de côté à un moment donné certains principes de liberté ou certains principes de libre choix, parce que face à la guerre, il fallait des réponses collectives. Il fallait qu'on soit en mesure d'avoir un discours cohérent et global partout en Europe. Et aussi, du côté français, ce qui a été très important, c'est que nous ayons un discours cohérent entre l'Union européenne et l'OTAN. Comme vous le savez, souvent, nous étions vus comme le pays qui voulait faire l'armée européenne, alors que, vous le savez, l'Europe de la défense se construit petit à petit. Il s'est construit sur les missions humanitaires. Il s'est pas construit contre l'OTAN. Il s'est pas construit contre les missions des Nations Unies. Et avec la Roumanie, on avait cette entente exceptionnelle. L'armée roumaine était avec nous dans la MINUSMA, par exemple, au Sahel. Et je dirais que on a échangé et on s'est rendu compte que on apportait à l'autre votre connaissance de la menace en mer Noire, et nous, notre manière de concevoir, alors ça a beaucoup été discuté, hein, la souveraineté, c'est ma prochaine question. La construction d'un espace européen de sécurité. Moi, je vois que c'est encore une notion en devenir, mais par là, ce que nous souhaitions faire, c'est montrer qu'il n'y avait pas de antagonisme dans l'esprit français et de souhait ni hégémonique, ni de distinguer l'Union européenne et l'OTAN. Nous sommes venus au titre de l'OTAN. Et deuxièmement, on voulait construire ensemble, en partenariat, avec des pays. La Roumanie, évidemment, en fait partie. Je reviens un tout petit peu sur les valeurs. Pourquoi la Roumanie en fait partie? Parce que la Roumanie est un pays pro-européen. Parce que la Roumanie prend des dispositions qui sont conformes aux valeurs européennes, parce que la Roumanie est ancrée dans l'action collective, que quand on dégage des majorités qualifiées, y compris sur des sujets très compliqués comme le changement climatique, la décarbonation, on l'a encore vu ce week-end, mais la Roumanie est toujours du côté européen, vers le consensus. Donc, c'était important pour différentes raisons,
militaires et stratégiques. Je pense à la lutte contre la cybersécurité. Nos entreprises aussi sont ici, elles sont en Roumanie. Et parce que la menace cyber, elle vient de Russie. Vous connaissez la Russie? Parce que les outils qui sont utilisés dans la déstabilisation du continent européen, vous les connaissez, vous êtes les voisins. Bon. Et donc tout ça pour vous dire, la mer Noire est redevenue après 2015. On a mis du temps, on était en train d'ouvrir une base dans les pays baltes. On a toujours considéré, j'y étais, au Conseil européen qui a décidé qu'on mettait les pays baltes dans l'Union européenne, on a toujours considéré que c'était Kaliningrad qui était dangereux. Donc ne dites pas que la France a oublié la mer Noire. La France n'a jamais oublié la mer Noire. Nous étions, comme vous le savez, membres de la commission internationale du Danube. Nous avons fait les escales. Mais c'est vrai que après 2015, on a pris des sanctions, mais on a tous été saisis de savoir comment cet espace régi par la Convention de Montreux allait pouvoir fonctionner avec un arsenal militaire en face de nous. La décision qu'a prise le président de la République en janvier, c'est une décision hyper claire. C'est l'OTAN. On vient faire notre travail, c'est-à-dire en tant que membre fondateur de l'OTAN, doté de l'arme nucléaire et connaissant la mer Noire, ayant les moyens d'utiliser les trois mécanismes de dissuasion, les avions, évidemment les forces navales, y compris si elles sont postées en Méditerranée, on sait qu'on peut venir rapidement, et l'infanterie. Donc cette décision-là, elle se fait dans ce contexte. Et puis après le mois de janvier, on a aussi mis en place, pendant la présidence française, au sommet de Versailles, les autres éléments de la résilience. Donc évidemment les mesures d'urgence sur l'énergie et les mesures d'urgence, comme le disait Andrei, sur la connectivité, le transport des céréales. On est dans une guerre conventionnelle avec des menaces hybrides et l'ennemi est en permanence en train de jouer sur des risques non militaires. C'est-à-dire que comme vous le savez, en Biélorussie, ce sont les êtres humains qui ont été utilisés comme armes. Ça pourrait encore être le cas aujourd'hui, on a peur. La menace, elle est en permanence hybride. Donc, nous, évidemment, on est très fiers, nous, Français, d'avoir pu jouer ce rôle double, civil et militaire, autant Union européenne, et d'avoir fait le travail aussi sur l'élargissement. Parce que vous le savez, on revient, c'est prévu. On a aussi eu ce changement de matrice. Nous, Français, on était réticents, on pensait que si on élargissait, on diluait. Et on a fait un travail psychanalytique sur la diplomatie française en tant que telle, pour être en mesure de changer les critères de Copenhague sur l'élargissement. Et vous voyez le résultat à ce dernier Conseil européen. On reconnaît le statut à la Bosnie, on reconnaît la possibilité aujourd'hui pour des pays comme le Kosovo d'avoir une perspective européenne. On fait une plateforme d'aide à la Moldavie depuis la France. Et bon, c'est tout le reste encore qui reste à faire. Il faut que nous voyons, que les citoyens français situent où se trouve la Moldavie, où se situe le Danube, où se situe la mer Noire. Évidemment, c'est un travail de spécialistes, mais c'est aussi un travail des politiques. Moi, je suis aussi satisfaite parce que le fameux budget de la revue nationale, il a été approuvé la semaine dernière avant le Conseil européen. Donc, on a en plus une base démocratique d'acceptation de notre nouveau budget. Puisque vous avez rajouté, oui. Je veux encore une fois revenir à ce que Wana disait tout à l'heure. Elle parlait d'une pédagogie de la résilience, d'une éducation démocratique, tu disais, qui était essentielle avant la crise. Et on se retrouve aujourd'hui dans un processus lequel vous parlez, Madame l'ambassadrice, où la France, mais également des autres pays européens, y compris la Roumanie, sont en train de préparer l'Union européenne, l'OTAN et nous-mêmes, au niveau national, de préparer
les moyens politiques et légaux pour résister, pour avoir plus de résilience militaire, économique, etc. Mais il y a aussi cette dimension que vous évoquez. On a besoin de nos citoyens. On doit besoin éduquer les sociétés. On a une guerre qui, d'un côté, est inévitable dans le sens que inévitable de le voir, évidente, marquée, présente, mais qui est interprétée de façon très différente par nos publics parce que dans le contexte d'une société libre, toutes les idées, tous les débats, y compris la désinformation et la propagande fonctionnent. Et je parle pas que la propagande extérieure, mais la démocratie a toujours des ennemis aussi dans le sein des sociétés démocratiques. Et c'est pas nouveau, c'était toujours le cas. Et là, on est dans un train où les vulnérabilités intrinsèques de nos sociétés, qui sont aussi nos valeurs les plus importantes, la valeur d'une société libre, d'une société ouverte, d'une société avec un débat libre, avec un choix libre des pouvoirs politiques. Tout ça, c'est des vulnérabilités. Et la tentation est toujours là de voir des mécanismes illibéraux et autoritaires qui marchent mieux, qui nous montrent des exemples économiques ou des sociétés qui sont parfaites. Mais on le voit aujourd'hui que n'est jamais le cas. On voit avec le Covid, y compris en Chine, on le voit avec le conflit créé par la Russie en Ukraine, qui n'a pas commencé en février 2022, mais bien avant, avec l'occupation de la Crimée et d'une partie de Donbass. Et là, on se retrouve avec une obligation sociétale d'une pédagogie européenne. Je viens à Romain Gary et son Éducation européenne, un livre écrit dans le temps de guerre, quand il était pilote d'avion de chasse en Grande-Bretagne en tant que force libre française sous le général de Gaulle. Et lui était un de ces écrivains qui avait déjà, qui était en train et c'est le génie d'un écrivain qui était aussi diplomate, etc., qui voit cette nécessité après la guerre. Que l'Europe n'est pas la France, n'est pas l'Allemagne, n'est pas la Roumanie, c'est tous ensemble. Avec nos différences et parfois nos conflits, nos visions différentes. Mais là, on a besoin de cette éducation européenne pour revenir à une vraie résilience continentale de toute l'Europe. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure le concept de l'autonomie stratégique. C'est avec vous, madame l'ambassadrice. Maintenant, après, je reviens vite fait. Cette concept, c'est vrai qu'il a fait débat dans toutes les capitales de l'Europe, même ailleurs, et c'est un débat nécessaire. Toutes les discussions, tous les débats d'ailleurs sont très positifs. Est-ce que ce concept est-il un élément qui renforce la résilience et la sécurité euro-atlantique dans notre région, en mer Noire surtout? Alors, c'est vrai que autant le mot résilience est un peu vague et suscite des ouvertures extrêmes, le mot autonomie stratégique, d'une manière générale, est compliqué à proposer parce que il a été souvent beaucoup utilisé. Par exemple, nous, dans la présidence française, à un moment donné, on avait le mot autonomie et on l'a enlevé de nos lignes de discussion parce qu'il était mal compris. Quand on disait autonomie européenne en matière d'industrie, vous vous souvenez, pendant la pandémie, on n'avait pas de masque. Nous, notre seule idée, quand on parlait de l'autonomie stratégique, c'était d'avoir une capacité de coudre des masques et de ne pas être dépendant de la Chine. Et ça a été compris comme étant, sur le plan commercial, la France veut nous refaire la grande politique de Gaulle, c'est-à-dire je ferme les frontières, je veux rester tout seul et je suis grand tout seul dans ma petite France. Et ce n'était pas ça. On l'a bien démontré pendant la réunion, toute la présidence française. C'était surtout pour ne pas être faible. C'était pour renforcer nos capacités d'autonomie. Par exemple, alors je reviens aujourd'hui,
toute l'Europe cherche partout des usines pour produire des munitions, pour ne pas être dépendant, ne pas avoir à payer un container 20 000 euros si tout d'un coup le container coûte 20 000 euros, et avoir une forme d'autonomie, indépendance, de renforcement, n'importe quel était le nom, mais c'était l'idée qu'on se retrouve pas, comme on l'a vu au moment de la guerre, dépendant à 90% pour certains pays du gaz russe. Moi, j'ai le souvenir encore, en 2014, d'avoir fait une réunion entière des ambassadeurs de la zone à Odessa, et la question qui se posait déjà, c'était comment fait-on pour ne pas dépendre seulement de Nord Stream, du gaz russe? Et on était en train de travailler avec la Géorgie sur une partie de Turk Stream, etc., etc. C'est-à-dire comment être en mesure nous-mêmes de produire ce dont nous avons besoin. On a fait énormément de progrès. On a par exemple mutualisé tout ce qui était production, et on a encouragé tout ce qui était production de médicaments. Donc on est moins vulnérable. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue à avoir le débat. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté européenne en matière de sécurité? Vous mettez sur Google souveraineté européenne sécurité, vous tombez sur des dizaines de discussions. Une fois c'est l'OTAN, une fois c'est au contraire autre chose. Je crois que là, pour le coup, l'idée française est assez simple, et elle a été unanimement suivie par les uns et les autres. Une agence pour la prévention des pandémies, une agence pour la cybersécurité qui doit être accueillie ici, un renforcement de Frontex et des règles commerciales en bonne intelligence, le marché du carbone. Il n'y a pas de raison que nous, on applique des normes environnementales très strictes et que nos produits soient pénalisés par cela, parce que ça coûte plus cher d'avoir des normes environnementales, des normes basses pour le consommateur, mais que par contre, la frontière soit poreuse pour faire venir des produits qui ne respectent pas les mêmes normes. Tout ça, voilà, c'était tout ça. En tant que, d'un point de vue, justement, j'allais vous poser la question, d'un point de vue du bénéficiaire de la sécurité, comment voyez-vous ce débat sur la souveraineté européenne? Bon, tout d'abord, je pense que tous ces concepts dont Madame l'ambassadrice a parlé, je l'écoutais, je les mettais aussi dans un contexte plus large du débat public et des réactions qui sont apparues dans l'espace public au fur et à mesure des crises, et même dans le contexte de la guerre en Ukraine, et aussi dans le contexte de la guerre informationnelle à l'intérieur de laquelle nous trouvons tous. Il y a deux points au moins que je voudrais faire. C'est tout d'abord, c'est l'importance de bien communiquer les politiques publiques nouvelles et ce changement d'approche, parce que nous sommes en fait dans une période dans laquelle nous repensons la manière dont nous faisons des choses dans tous ces domaines dont Madame l'ambassadrice aussi Andrea en parlait, et il y a même encore plus. En fait, nous rechangeons toute l'approche que nous avons envers notre style de vie, envers notre société, envers la manière dont nous faisons du business, et regardez les décisions que les grandes enseignes ont dû faire après le début de la guerre en Ukraine. Ils ont dû quitter la Russie, perdre de l'argent, et ainsi de suite. Donc, on est tous dans cette situation où nous repensons notre style de vie et la manière dont nous comprenons et nous organisons notre vie. D'autre côté, c'est cette idée même de débat que, de nouveau, Madame l'ambassadrice a si bien présenté ici. Du point de vue de la communication et de l'image publique, parfois il y a des gens qui n'ont pas cette, disons, compréhension des procédures européennes, de la manière dont les choses sont faites, ainsi de suite. Ils disent ah ben voilà, ils parlent tellement et ils ne font rien, ils ne savent rien. Et c'est pour ça, c'est dans ce moment-là où les gens ne comprennent pas la valeur du débat et la manière dont ce débat prend lieu, que le charme de l'autoritarisme, l'ordre
Oui, c'est ça. On commence à être attiré par l'ordre qu'un État ou une approche autoritariste nous propose. Et c'est dans ce moment-là que c'est la propagande de Russie ou bien de la Chine viennent et nous disent l'Europe est faible. Et vous écoutez cette thème, vous la trouvez dans les médias, hein, dans tous les pays, non pas seulement en Roumanie, ou bien on peut dire, les journalistes peut-être n'ont pas une telle culture européenne, mais non, mais c'est à travers les médias. L'Europe est faible. L'Europe ne peut pas prendre des décisions. Ils discutent. Mais non, mais c'est le débat démocratique, c'est la réflexion. Et c'est ça l'endroit où bien, du point de vue de la communication stratégique, les institutions, que ce soit des institutions nationales ou bien des institutions européennes ou bien l'OTAN, ils doivent, tous ces acteurs doivent intervenir et expliquer, communiquer, gagner la confiance. En retour, justement, puisque vous êtes aussi un expert en communication stratégique, sur cette dimension de propagande, des informations, on en parle beaucoup, mais est-ce que l'Europe doit parler plus? Est-ce que l'Europe peut parler mieux? Oui, la réponse est oui pour les deux questions. Je pense que c'est très bien que l'Europe a développé ses politiques de communication stratégique et de protection contre la désinformation. Je sais que même dans la revue nationale stratégique de la France, c'est un point qui souligne cet aspect qui est très important aussi pour la France. Et ça, c'est très bien. Et je pense aussi que la Roumanie devrait faire plus de ce point de vue, parce qu'on voit tellement de thèmes de la propagande qui dominent l'espace public roumain. Et du point de vue de la communication institutionnelle au niveau européen, oui, on doit faire plus. On doit arriver à trouver ces solutions-là, de faire comprendre aux citoyens européens la valeur ajoutée. Mais une valeur ajoutée très pratique. De voir comment l'Europe, je dis, tout ce que l'Europe comprend, toutes ces politiques, toutes les mesures qui sont prises pour défendre, pour construire cet espace européen et pour régler la vie des citoyens, eh bien, comment ces choses sont faites et comment ils gagnent, les citoyens gagnent suite à ces mesures, à ces politiques qui sont élaborées et promues au niveau européen. De ce point de vue, malheureusement, il y a des fois, de ce que j'ai vu, il y a des fois un conflit entre le discours politique national et le discours européen. Et bien sûr, les politiciens nationaux, ils sont plus visibles dans un espace public national et ils peuvent dominer l'agenda européen. Et là, c'est un vrai challenge pour les institutions européennes d'arriver de faire leur voix écoutée, entendue, alors que des politiciens nationaux peuvent être très visibles et très agressifs ou bien semer le manque de confiance. On a des temps de problèmes à cause de Bruxelles. C'est le plus facile en tout cas. Oui, c'est très facile, on peut tous faire ça. Voilà. Le 17 juin 2022, la République de Moldavie et l'Ukraine ont obtenu le statut de pays candidat. Et la France a joué un rôle assez particulier. En septembre ou octobre, on a eu ici présent l'ambassadeur de la République de Moldavie, et c'est lui qui a évoqué le rôle de la France dans ce processus. Il s'agit de la première étape de l'intégration européenne de ces deux pays dans l'Union européenne. Quelle est la vision de la France sur l'élargissement de l'Union européenne à l'Est et au Balkan occidentaux aujourd'hui? Alors, vu de Bucarest, je peux vous dire déjà, la France est en faveur de l'élargissement de Schengen. Dès le début de la présidence française, avec le ministre qui présidait le Conseil JAI, qui est venu vérifier la frontière. Et il se trouve que le 10 mars, lorsqu'il est venu, il était avec le directeur de Frontex. L'objectif était d'avoir un paquet d'élargissement qui passait aussi par l'élargissement de l'OTAN. Vous savez, pendant longtemps, ces pays-là, Suède et Finlande, n'étaient pas forcément... nous faisons partie d'un trio désormais de présidence. Et c'est la Suède qui fait suite à la République tchèque et à la France. Et on est extrêmement alignés sur ces questions d'élargissement, tous. Et on est aussi alignés sur le lien entre OTAN et Union européenne. Et
je dirais comme Ohana que c'est très bien. Parce que il y a pas seulement de l'autoritarisme qui est un risque pour les sociétés démocratiques ou la désinformation, il y a aussi la démagogie, le populisme, les idées reçues, Combien de fois mes visiteurs français arrivent à Bucarest ou à Sibiu et me disent « Ah, mais c'est comme ça la Roumanie ?» Ah, oubliez vos clichés. Et comme dirait Andrei, on a eu beau faire toute une saison culturelle avec les clichés, comme fer de lance, c'est-à-dire lutter contre le cliché, on a encore du travail à faire. Donc, pour vous dire, sur l'élargissement, on l'a déjà expliqué des dizaines de fois, l'important c'est de trouver un consensus. Trouver un consensus, c'est pas une petite matière, parce que derrière, il y a toutes les démagogies possibles. Ah, mais si on va élargir, ça va coûter plus cher. Ah, mais si on élargit, ça va, on va poser un risque sur les frontières, l'asile. Bon, donc heureusement, pendant toute la présidence française, on a tenu sur une ligne où on faisait tous les élargissements en même temps. Donc le 17 juin, on a cette décision 3 jours après que le président de la République, Olaf Scholz, le président Iohannis aient été à Kiev. Et c'était le geste politique que tout le monde attendait en Europe et en Ukraine. Voilà. Je reviens sur les valeurs. Et personne ne fait, ou c'est très rare, dehors de l'école, qu'on fait l'effort de lire 2 documents très importants. Un, c'est chronologiquement le traité de Washington, qui est très court. C'est plutôt une déclaration politique centrée sur les valeurs. L'OTAN est là pour défendre des territoires et des citoyens, mais dans le nom de certaines valeurs. Et ça veut dire aussi que c'est un espace ouvert, que le principe des portes ouvertes de l'OTAN était inscrit dès le début dans ces documents, parce que dans sa vision, l'OTAN, qui va devenir ce qui va devenir l'OTAN, mais le traité de Nord-Atlantique est basé sur le principe que tout pays avec une vocation démocratique et une volonté démocratique, une volonté qui doit être impérativement souverain, peuvent accéder à l'OTAN. Je reviens, parce que l'autre, c'est la déclaration Schuman, aussi un document politique, qui est aussi centré sur les principes et les valeurs fondamentaux à nous, Européens, et sans comprendre à quel point ces valeurs sont nos styles de vie. Nos styles de vie n'est pas que dans la cuisine ou dans les façons en lesquelles on célèbre des fêtes. La blouse roumaine quand même. Je sais que mais je reviens, mais la culture européenne où on partage nos différences, où on met ensemble nos différences pour faire pas un mélange, mais un espace commun où nos valeurs et nos pratiques sont en dialogue permanent, se moulent un vers l'autre, se changent en permanence, y compris avec l'immigration, etc. C'était toujours, si l'Europe est une création de quelque chose, c'est la rencontre entre l'espace méditerranéen et l'espace nord-européen. On est là, mais aussi l'Occident et l'Orient qui ont toujours formé cet espace. Et pourquoi ces 2 documents sont importants? C'est que souvent les critiques d'OTAN ou des principes démocratiques de nos sociétés parlent de souveraineté comme une valeur alternative, comme si c'était quelque chose d'autre. Quand enfin, l'Union européenne et l'OTAN sont là pour défendre la souveraineté. Une souveraineté qui est plus forte ensemble, plus fort quand on est entouré des alliés. C'est pas un mécanisme qui diminue la souveraineté nationale, mais qui l'exprime de façon plus puissante, plus permanente, plus résiliente. Et là, on est en train de le tester. À Chinku, dans le système européen, en fin de la journée, autour de transport des graines. Et là,
On le verra au fur et à mesure dans les années qui viennent. C'est pas quelque chose qu'on peut dire point barre, c'est terminé. C'est un processus. Ça veut dire on va être toujours en train de bâtir une autre Europe, un autre temps. Mais on revient toujours à ces valeurs qui sont présentes dans le traité de l'Atlantique du Nord, le traité de Washington et dans la déclaration Schuman. Pour regarder un petit peu ces valeurs d'une autre perspective, on est dans cette guerre asymétrique que la Russie et aussi la Chine mènent contre ce monde démocratique. Et là, en fait, même si nous, parce que André a invoqué ces documents qui sont à la base de notre monde démocratique, disons, mais si nous regardons, si nous lisons, ou bien si nous écoutons Poutine et si nous lisons ces discours, dans ces documents-là, c'est toute une déclaration de guerre contre les valeurs occidentales. Eh bien, le problème est ce que Poutine, et notamment Poutine dans cette guerre qu'il a commencé, ce qu'il fait, c'est de menacer les valeurs tout en essayant de frapper à la base de la pyramide de besoins, en déclenchant cette crise économique à travers l'instrument énergétique. Oui. Alors, il a voulu faire les gens voir leurs conditions de vie, leur situation de vie être en péril, et c'est à travers finalement la pauvreté. Le problème, c'est que le moment où les gens ne se sentent pas en sécurité de vie, donc pour leurs besoins de base, pour eux, c'est plus facile d'oublier qu'il y a des valeurs, qu'il y a un sens moral, ou bien que la liberté, en fait, c'est très important. Eux, ils pensent, bon, oui, c'est bien, c'est beau d'être libre, mais moi, je dois nourrir mes enfants, je dois gagner mon argent, mon salaire, je n'ai plus où travailler, ainsi de suite. C'est ça, en fait, l'enjeu de la crise économique et énergétique que la Russie veut déclencher en Europe. Et du point de vue de la communication stratégique, ce que je ferais, c'était effectivement de communiquer envers les citoyens européens, et non pas uniquement européens, que oui, on est dans une période très difficile du point de vue économique. Les États cherchent des solutions pour que les gens ne soient pas dans une situation d'appauvrissement, donc d'une situation où la situation personnelle est de danger de vie, disons, ou danger de mort, mais on doit rester et garder, protéger nos valeurs, parce que grâce à elles, nous sommes des êtres humains. Sinon, on devient des sujets comme en Russie, où les gens n'ont plus de valeur et ils ne sont que des chiffres, ou bien ils sont envoyés contre leur volonté sur le front sans avoir aucune chance de survie. Et c'est là une question où on doit communiquer très bien envers les gens. Et de ce que, tout en complétant ce que Andrei disait, il y a une chose très importante, c'est j'ai oublié mon idée. Tu reprends ton idée à un moment donné, puis je me rappelle. C'est vraiment quelque chose de très court. C'est pas par accident que le mécanisme financier plus important au niveau européen en réponse à la crise économique causée par le Covid s'appelle des plans nationaux. C'est présenté comme des plans nationaux pour la résilience. C'est pas un accident. C'est de la communication stratégique. Parce qu'on pouvait le nommer n'importe comment, de solidarité économique ou je sais pas quoi, de développement. Mais c'est, le choix du terme est important. Oui, mais on doit aller même, je comprends pourquoi tu dis ça, mais on doit aller même, plus loin avec la communication. On doit expliquer aux gens comment ça se fait, comment les citoyens en bénéficient. Parce que par exemple en Roumanie, on risque d'avoir parce que les gens ne font pas confiance à l'État et à la manière dont les fonds européens et les fonds budgétaires sont utilisés. On peut se dire, ah bon, c'est un fonds, mais uniquement certaines personnes ou bien certaines organisations ont accès à ces fonds-là. Et là, c'est un problème de confiance. C'est là le moment où la politique européenne ne peut pas toucher, ne réussit pas de toucher les citoyens. Même si peut-être il y a des projets qui sont très bien faits, mais est-ce que les gens savent que ces projets-là sont réalisés? Franchement, c'est une responsabilité nationale. Ouais. En même temps que
et en tant que diplomate chargé avec la communication stratégique au MAE, je suis toujours conscient du risque présenté par des acteurs étatiques et non étatiques étrangers. Mais en même temps, 75% de la désinformation qui est présentée vers notre citoyen est conçue, développée et transmise par des acteurs domestiques, par des acteurs intérieurs. Ouais, je comprends ça. Et le rendez-vous, disons, des acteurs internes avec les thèmes de la propagande russe et chinoise, alors là, c'est tellement toxique pour toute société, pour la Roumanie notamment, mais aussi pour l'espace public européen. Et c'est l'enjeu de la communication alliée et alignée européen, euro-atlantique et nationale, et c'est un sacré travail. Un travail de tous les jours, et c'est pas un travail qui est que le travail des gouvernements et des partis politiques, c'est aussi un travail des élites, un travail des médias, un travail de l'éducation, un travail des journalistes. Et là, on est dans une situation un peu délicate, parce que oui, on doit être alliés autour de ça, même quand le rôle de la presse et de la société civile est de nous critiquer. De nous critiquer en tant qu'autorité ou en tant que politicien. Pour en arriver vers la fin, dernière question pour Madame l'ambassadrice. Compte tenu de crises si avant mentionnées, dont on a pu parler, que l'Union européenne a traversé, ainsi que les défis croissants auxquels elle est confrontée, selon vous, avons-nous besoin de plus ou du moins d'Europe? Plus ou moins d'intégration? Sous quel prisme la France envisage-t-elle cela? Alors, c'est très clair, il faut plus d'intégration, plus de solidarité, plus d'intégration. On pourrait reprendre tous les sujets sur lesquels on a évoqué, être plus fort en communication également. La réponse, ce serait plus de l'Union européenne. Plus d'intégration. Merci, et puisque nous approchons vraiment cette fois-ci la fin de cette discussion, et ayant la présence d'être en face d'un représentant de la France, je me permettrai une petite digression. Avez-vous regardé le match dimanche? Ah, non seulement j'ai regardé la demi-finale, la quart de finale, et j'étais au lycée français Anna de Noailles avec les élèves et les parents. Et au lycée français, il y a 60% d'élèves et de parents roumains. Eh bien, je peux vous dire, contrairement à la demi-finale où il y a des élèves marocains, là, tout le monde était pour la France. Mais ça n'a pas suffi, donc il faudra se retrouver dans 4 ans. Quel match spectaculaire. On remercie l'équipe de France pour nous avoir fait vibrer avec une mention toute particulière à Kylian Mbappé, qui aura su, si je peux me permettre, être résilient jusqu'au bout pour nous offrir cette finale d'exception. Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement de votre participation. Et puisque nous sommes à quelques jours de Noël, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et un excellent fin d'année entouré de vos proches. Je vous remercie pour votre écoute. Merci au Centre de résilience. Merci beaucoup à vous. Merci.